FM, la première radio panafricaine. من تونس أحييكم وبالتحديد من صفاقس. هذه أنا نادية يعيش في برنامج ماما أفريكا. كالعادة نبعث لكم بموجاتي الإيجابية في سلسلة جديدة من البودكاست. معايا في السلسلة هذه الكل باش يكون الخبير والباحث والكاتب السيد عبد الرؤوف يعيش. عسلامة، مرحبا بيك. أهلا، مرحبا بك. نعاود نشكرك مرة أخرى سي عبد الرؤوف على قبولك الدعوة متاعنا في فيوا اف ام باش نواصلوا سلسلة من البودكاست باش نحكيو فيها اقتصاد. الحلقة الأولى حكينا على لا نوسيون دو ديفلوبمون اي دو سو ديفلوبمون، وحكيت لنا على لا نوسيون دو ترافاي، لا نوسيون دو ليدوكاسيون اللي هي مهمة. ونذكر زاده قلت لنا اللي فورماسيون بروفيسيونيل سي ان بيليي باش نجموا نعملوا لو سوكسي دو نوتر ديفلوبمون. يقول القائل سي رؤوف يعني si on va s'engager au travail, quelle est la contrepartie? Qu'est-ce qu'on va gagner finalement? Quelles sont les attentes légitimes? Tout à fait. Bon, il faut dire que le développement nécessite, pour un pays sous-développé, le patriotisme est un facteur de développement. Aucun pays sous-développé ne peut se passer de patriotisme pour pouvoir se développer. Le patriotisme dans les pays sous-développés n'est pas contre les autres. C'est un patriotisme pour soi. وحاجة نعيشوا فيها سي رؤوف الوطنية هذه هي الباتريوتيزم بالعربية ممكن الوطنية. كي نحكيو على الوطنية كي نشوفوا معناتها في برشا بلدان إفريقية نحكيو على اون فاغ دو باتريوتيزم قاعدة يعني من بلاد لبلاد. دونك بور فو ديجا هذا مؤشر باهي بور لو ديفلوبمون دي بيي. Le patriotisme est indispensable. C'est très simple. La compétitivité des conditions objectives du pays ne permet pas de retenir, par exemple, les personnes les plus compétentes qui peuvent accéder au marché mondial. C'est finalement leur leadership et leur attachement à leur pays, donc le patriotisme, qui fait qu'ils s'engagent et qu'ils restent dans leur pays. D'ailleurs, la Tunisie actuellement est un chantier. C'est un pays à construire, c'est un pays à reconstruire. Et cela offre une opportunité extraordinaire aux gens qui font preuve de leadership. Parce que finalement, la vie humaine est un passage et nous allons tous partir. Et qu'est-ce qui va rester? Ce qui va rester, c'est votre satisfaction de l'œuvre à laquelle vous avez pris part. Et actuellement, la Tunisie offre une chance extraordinaire de ce type aux gens qui veulent exercer, qui font preuve de leadership, parce que il y a beaucoup de Tunisiens qui vous diront les conditions n'existent pas en Tunisie pour que je reste attaché au pays. Finalement, les bonnes conditions, ce sont les gens qui les créent. Donc, on va dire هذه الناس كل تقول لك لا il faut qu'on parte ولا ليه ما عنديش ما نعمل réellement هذه حجة en d'autres termes. Pour les intellectuels et pour les gens qui ont des diplômes d'un très haut niveau, finalement on les a diplômés pour que eux ils exercent leur leadership vis-à-vis de la société. La société attend que ces gens-là les conduisent vers la réussite. Et cette possibilité existe et existera toujours dans tous les pays, la Tunisie ou tout autre pays sous-développé. D'après vous, si Raouf, nous vivons aujourd'hui en Tunisie dans une vague aussi de jeunes qui cherchent à faire de la migration. Tout le monde veut partir de la Tunisie, on ne comprend pas bien sûr pour y aller, mais à votre avis, ce courant de migration des Tunisiens vers l'Europe, vers les États-Unis, etc., c'est un déficit ou bien c'est une opportunité pour le pays, ou comment vous voyez les choses? En termes économiques, en absolu, du point de vue pour le pays, les Tunisiens qui partent à l'étranger génèrent un coût d'opportunité pour la Tunisie. En termes de rentrée de devises? Un Tunisien qui reste en Tunisie
crée beaucoup plus de valeur pour la collectivité qu'un Tunisien qui part travailler à l'étranger. Hein? Pourtant, il peut faire rentrer de la devise, il peut avoir... Mais il créera moins de valeur parce que les Tunisiens qui restent en Tunisie vont employer des gens, alors que les Tunisiens qui partent à l'étranger, pour la plupart, ne sont pas des entrepreneurs, sont plutôt des salariés. Une infime partie arrive à un niveau de réussite très élevé. Ces gens-là peuvent rendre de grands services à leur pays. Mais les autres aussi peuvent rendre des services à leur pays, mais ils sont moins productifs pour la Tunisie que les Tunisiens qui restent en Tunisie. Et d'après vous, Siraouf, comment peut-on être un pays attractif à ces jeunes? Les gens passent plus que 20 ans, les jeunes, en Tunisie. Ils font leurs études ici et à un moment donné, ils décident de partir. Comment peut-on les aider à probablement, non pas changer de vision, mais comment peut-on attirer les Tunisiens soit à revenir, même s'ils font des expériences ailleurs, ou bien à rester dans cette notion, entre guillemets, de patriotisme, dans le sens où il faut créer de la valeur dans le pays, parce que le pays on aura besoin. Donc comment vous voyez les... Quelles sont les 3 décisions les plus importantes pour un homme, pour un être humain? La première, le premier choix, c'est le métier que vous allez exercer. Le métier maintenant devient déterminant pour les humains, puisque la valeur de l'homme est toujours conjuguée au métier qu'il exerce. Donc finalement, le métier maintenant détermine l'identité des personnes. C'est pour cela que j'ai dit que le droit à un métier qui permet de vivre dignement est, à mon avis, actuellement le droit de l'homme le plus important. Le droit de l'homme le plus significatif pour les humains, particulièrement dans les pays en développement. Le deuxième choix qui est le plus important, c'est dans quel pays vous allez vivre. Donc ceux qui ont choisi de partir à l'étranger, c'est un choix très engageant. Pour eux. Est-ce qu'ils sont conscients des risques et des conséquences de ce choix, ou ils le font de façon à court terme et par la suite ils seront amenés à supporter les conséquences de leurs engagements. Le troisième, c'est le conjoint, donc la femme ou l'homme que vous avez choisi pour vivre avec lui. Donc ce sont les décisions qui partent à l'étranger finalement. On choisit le métier qu'ils sont en train d'exercer, mais est-ce qu'ils ont choisi en connaissance de cause le fait d'aller s'établir à l'étranger? Pour moi, personnellement, la Tunisie est le plus beau pays au monde. Et c'est ça ma question, Siraouf. Vous avez eu le prix présidentiel au baccalauréat. Vous êtes parti en France pour être diplômé d'expertise comptable, mais quand même, malgré que vous étiez toujours major de promotion, vous excellez, vous avez excellé toutes vos années d'études, et pourtant, avec toutes les opportunités que vous avez probablement eues en France, vous avez décidé de rentrer. Donc, votre choix, il était basé... Il fallait mettre en perspective son avenir. Parce que rester en France, c'est un choix. Finalement, si vous voulez rester en France ou aux États-Unis, au Canada, vous devez vous métamorphoser, vous vous transformer obligatoirement. C'est très simple. Les gens peuvent résister pour la première génération, mais la deuxième génération, elle sera locale. Donc, ceux qui ont choisi d'aller en France, leurs enfants seront français. Ceux qui ont choisi d'aller aux États-Unis, ça sera la même chose. Et le retour devient impossible. Et le jour où on commence à enterrer à l'étranger, la coupure commence avec son pays d'origine. Et au bout de quelques générations, on devient des Français d'origine lointaine tunisienne, des Américains d'origine lointaine tunisienne. Donc on ne peut pas finalement continuer à associer les deux attachements sur plusieurs générations. Donc c'est un choix finalement que les gens font. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la Tunisie? S'il y a des Tunisiens qui partent, la seule solution opérationnelle pour la Tunisie, c'est d'augmenter de façon significative le nombre de diplômés. Mais déjà, on a un problème de chômage, Siraouf. On n'a pas de problème de chômage. On a un problème de qualification, de résilience, d'adaptation.
toutes les personnes qui possèdent un métier, qui s'engagent pour ce métier, peuvent vivre en Tunisie de façon très décente. C'est vrai que certains métiers, certainement, tu penses à l'expertise comptable, c'est vrai que l'expertise comptable n'a pas su se valoriser. Et elle est victime d'elle-même, elle est victime d'une mauvaise compréhension au niveau national de l'importance de cette profession. Ouais. Alors, pour comprendre l'importance de l'expertise comptable, c'est très simple. Donnez-moi un seul pays au monde qui ait pu se développer sans profession comptable solide et robuste. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce sont les civilisations arabes qui avaient les premiers jeté les bases de la comptabilité. Toutes les grandes inventions du monde viennent d'Orient. Particulièrement les pays arabes, bon, je ne sais pas s'ils étaient arabes à l'époque ou pas, et de la Chine. La Chine est un pays qui a beaucoup donné à l'humanité aussi. Et finalement, la civilisation n'est pas possible sans la comptabilité. C'est très simple. Là où il y a des chiffres, il faut des comptables. Sinon, là où on manipule de l'argent, il faut des comptables. Sinon, cet argent est toujours mal géré. Oui. Et pourtant, en Tunisie, l'expertise comptable reste toujours une partie méconnue. Commençons par l'éducation jusqu'à la diplomation. Et on parle de développement, vous faites le focus sur l'importance de la comptabilité en tant que pilier efficace pour l'État, n'est-ce pas? Absolument. Donc pour vous, l'efficacité de l'État dépend en partie de la profession d'expertise comptable. Malgré que chaque année, la Tunisie diplôme, on va dire en moyenne 30 experts comptables, c'est pas un nombre vraiment très important. En Tunisie, actuellement, vous avez 1200 membres de l'ordre. Donc, disons 1200 experts comptables. Je compense les experts comptables diplômés en entreprise et les experts comptables qui ont été diplômés de l'étranger. Ça fait une densité d'experts comptables par diplômé de Tunisie par habitant de 1 expert comptable pour 10 000 habitants. Dans les pays les plus performants, la densité est de 1 expert comptable pour 150 habitants. Et pourtant, il y a des professionnels, Silaouf, excuse-moi si je vous interromps, mais ils disent que c'est quoi cette notion de parité? De la notion un médecin sur X montant d'habitants, un expert comptable. Pourquoi avoir cette parité de un expert comptable sur 11 000 habitants? Quelle est la signification en fait? La profession comptable est toujours associée à la saine gestion. C'est très simple. Les États les plus efficaces au monde, on va le comprendre très facilement, sont le premier employeur d'experts comptables dans leur pays. En Tunisie, l'État pratiquement n'emploie qu'une poignée de main d'experts comptables. Peut-être aussi c'est un problème de diplomation parce que déjà l'expertise comptable en Tunisie, elle est toujours perçue comme étant une profession uniquement libérale. C'est ça la grande erreur que commet la Tunisie depuis longtemps. Dans le monde, sur 4 experts comptables, 3 experts comptables ne sont pas des professionnels libéraux. 1 sur 4 est libéral. Finalement, la diplomation en expertise comptable est destinée principalement à l'État en premier. L'État est le plus grand employeur d'experts comptables. Parce que comment voulez-vous lutter contre la fraude, contre la corruption, contre le blanchiment sans experts comptables? Il faut avoir des structures pour ça. Il faut avoir des organisations de l'État, des administrations puissantes. Et ces administrations qui sont, c'est très simple, prenez le cas du FBI aux États-Unis. C'est un très grand employeur d'experts comptables. Comment voulez-vous lutter contre la corruption et le blanchiment, etc. Exactement. Comment voulez-vous lutter contre la corruption, la fraude, le blanchiment et toute la délinquance financière sans spécialistes de l'État, sans spécialistes qui travaillent pour le compte de l'État. L'État ne peut pas se passer de cette profession. Comme l'État emploie des ingénieurs, qui est le pilier de la production dans tous les pays du monde, et même de l'organisation,
les États dans les pays développés sont de très grands employeurs d'experts comptables. Donc déjà, l'État tunisien, un des points à revoir, c'est un recrutement d'experts comptables au sein de ces structures. Il faut revoir le système de diplomation. Il faudrait que le nombre augmente de façon colossale. Si je vous donne des comparaisons avec les pays les plus efficaces au monde, vous allez être étonné de la médiocrité. Finalement, le coût de la stupidité, est dévastateur pour les pays sous-développés. Le coût de la stupidité. Exactement, le coût de la stupidité. L'intelligence permet de créer de la valeur et la stupidité vous empêche de créer de la valeur et d'avancer. Hong Kong est un tout petit pays de rien du tout, donc sur le plan de la surface, de la dimension. Hong Kong, c'est 6 millions d'habitants. Hong Kong a plus de 50 000 experts comptables. Et pourtant, en Tunisie... Et si je prends le cas d'Israël, vous allez être étonné par le nombre d'experts comptables. Vous allez être étonné par le nombre d'experts comptables. Ils diplôment en une année 2 fois le nombre des experts comptables de Tunisie. Donc, finalement, prenez le cas du Canada. La densité d'experts comptables au Canada, c'est un expert comptable pour 160 habitants. On revient à la question, pourquoi c'est important de savoir cette densité par nombre d'habitants? C'est quoi l'importance d'avoir un expert sur 100, sur 150, sur 200? Si vous voulez savoir le niveau de santé d'une population, vous regardez la densité de médecins par habitant. Si vous voulez connaître la qualité de la gestion dans un pays, vous regardez le nombre d'experts comptables par habitant. Parce que les experts comptables sont diplômés pour exercer leur métier dans les entreprises, pour participer au développement des entreprises. Donc on ne peut pas parler de gouvernance, même publique aujourd'hui, sans avoir des experts comptables dans les structures. Absolument. L'État tunisien est la première victime du déficit d'experts comptables en Tunisie et du malthusianisme auquel il a participé. Le ministère de l'Enseignement supérieur en Tunisie a toujours contribué à ce malthusianisme. Et pourtant, si Raouf, on voit des jeunes experts comptables qui disent que le marché il est saturé, on est 1200 experts comptables avec 3000 comptables. Aujourd'hui, on parle aussi de nouveaux corps probablement qui sera constitué pour les fiscalistes, malgré que les comptables et les experts comptables sont d'origine aussi fiscalistes. Donc, d'après vous, avec ces différentes frustrations de professionnels déjà existants sur le marché, on nous dit que le marché il est saturé, alors que vous dites qu'il faut avoir plus d'experts comptables. On est dans une densité vraiment faible. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre par rapport à leurs frustrations ou soucis? C'est très simple. C'est que les experts comptables tunisiens ont fait le plus mauvais choix possible. Ils ont choisi de se concentrer sur le commissariat aux comptes et non pas l'expertise comptable. Et c'est quoi, quand vous dites non pas l'expertise comptable, pour vous c'est quoi réellement l'expertise comptable? L'expertise comptable, c'est l'assistance, le conseil, c'est l'accompagnement des entreprises dans tous les domaines de la gestion. Avec la digitalisation actuellement qui va changer l'être humain de fond en comble. Donc les personnes qui seront là en 2050 seront tout à fait différentes par rapport aux humains que nous sommes aujourd'hui. Oui, on va parler davantage on va faire un podcast sur la digitalisation, mais aujourd'hui, vu que tout le monde se concentre sur le commissariat aux comptes, donc d'après vous, ça veut dire... C'est catastrophique. Dans les pays qui se respectent, là où il y a un commissariat aux comptes très large, d'ailleurs ça devient ridicule pour la Tunisie, l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes en Tunisie s'applique aux sociétés dont le chiffre d'affaires atteint 90 000 euros. 300 000 dinars. TTC. C'est de la démence. Mais c'est de la démence. Pourquoi, si Raouf, peut-être il y a une vision ou bien une autre position qui dit que le commissaire aux comptes, il va aider à une meilleure transparence. Certainement, je ne dis pas l'inverse, mais les entreprises ont besoin d'assistance beaucoup plus que de commissariat aux comptes. Finalement, on ne va pas créer le monde.
On va pouvoir nous comparer avec les autres pays. Prenons le cas de l'Allemagne. En Allemagne, ils ont 13 000 commissaires. D'abord, il y a une séparation entre les deux ordres. L'ordre des experts comptables et des conseillers fiscaux et des experts fiscaux et l'ordre des commissaires aux comptes. Vous avez 13 000 commissaires aux comptes et 100 000 experts comptables et conseillers fiscaux. En Allemagne, ils ont l'intelligence de permettre aux gens d'avoir tous les diplômes qu'ils veulent et de s'inscrire cumulativement à tous les ordres auxquels ils sont éligibles. C'est-à-dire, je peux être commissaire aux comptes en Allemagne, expert comptable et avocat, si j'ai le diplôme d'avocat. Donc, le fait de faire comme on le fait en Tunisie... Le droit à plusieurs métiers, Siraouf. Ce n'est pas un seul métier ici. Exactement. Et le droit de réunir plusieurs métiers chez la même personne. Bien entendu, ces personnes ne sont pas nombreuses, c'est difficile. Oui. Mais c'est très enrichissant de pouvoir cumuler toutes ces compétences. Donc, aujourd'hui en Tunisie, on parle de la lutte contre la fraude, la corruption, toute une guerre sur le terrain. On voit ça même via les simples citoyens qui cherchent vraiment à gagner cette guerre de lutte contre la corruption et la fraude. D'après vous, quel est le rôle de l'expertise comptable dans cette mise en place d'un écosystème, on va dire, anti-corruption ou bien de lutte contre la fraude? Bon, il y a deux pôles d'expertise comptable. Il faut comprendre la chose suivante. Pour lutter contre la fraude et la corruption, il faut partir de la règle fondamentale suivante. Les structures sont au service de la stratégie. Donc, si je déclare vouloir lutter contre la corruption sans mettre en place les structures efficaces et doter des moyens suffisants pour lutter contre la fraude, la corruption et le blanchiment, c'est que réellement ma stratégie n'est pas d'être efficace contre la fraude, la corruption et le blanchiment. Donc il faut créer les structures. Et pourtant, en Tunisie, Siraouf, vous faites le focus sur les structures. Il y a, je pense que c'est fermé actuellement, mais il y avait une structure, on nous parlait d'une structure. Elle était totalement inefficace, elle n'était pas faite pour réellement. J'avais d'ailleurs dit aux personnes qui travaillaient dans cette organisation qu'ils n'étaient pas là pour lutter contre la corruption. Ils étaient là pour faire de la vitrine, anti-corruption. Pourquoi c'est là où c'est la vitrine? C'est très simple. Si vous voulez savoir si une structure est efficace, regardez les résultats. Si finalement, tant que la corruption augmente, tant que le blanchiment augmente, tant que la fraude augmente, ça veut dire que toutes les structures sont inefficaces. Enfin, mais il n'y a pas de magie là-dedans. Vous n'avez pas de résultat, c'est que votre système est faux. Et d'après vous, comment peut-on améliorer notre écosystème? On ne va pas parler vraiment d'une... moi, j'ai lu même un article au niveau duquel vous proposez un dispositif anti-corruption. Est-ce que vous pouvez brièvement nous parler des éléments essentiels d'un bon écosystème ou bien d'un bon système qui contribue à la lutte contre la fraude et la corruption? De toute façon, je parlais en matière d'expertise de deux pôles. Les deux pôles peuvent jouer un rôle important. Pour pouvoir réussir un projet anticorruption qui est très difficile, il est aussi difficile que le développement. Tout d'abord, il faut avoir une bonne législation, une bonne conception des systèmes. Ensuite, il faut créer des structures compétentes et efficaces et qui rendent compte de leur efficacité, c'est-à-dire des structures qui rendent compte de qui sont responsables. Et on va juger, par exemple, on prend le cas de l'administration fiscale. Qu'est-ce que c'est qu'une administration fiscale efficace? C'est celle qui rapporte le plus de redressement ou c'est celle qui réduit la fraude? C'est un paradoxe. On peut dire les deux aussi. Ah non, au contraire, je peux gagner beaucoup d'argent des redressements parce que les gens fraudent plus. Donc, oui. Plus les gens fraudent,
plus mes recettes de redressement seront plus importantes. On va faire un chapitre, vous êtes un auteur de livres de fiscalité en Tunisie, donc on va essayer de faire un podcast sur la fiscalité, l'écosystème fiscal en Tunisie. On aura besoin vraiment d'écouter autant de vos idées d'évolution de notre système. Continuons dans le chemin de l'expertise comptable. Voilà, donc j'ai dit deux pôles, il faut créer les structures aussi, il faut les agencer convenablement. Il faut une bonne ingénierie, des structures qui se chargent de lutter contre. C'est une police. Et pourtant aussi, c'est là ouf. On parle de la commission au niveau, par exemple pour l'anti-blanchiment, on parle de l'ACTAF. Je pense c'est une commission tunisienne des analyses financières. Oui. Donc vous parlez des structures. L'ACTAF ne peut pas être très efficace actuellement parce que sa structure, son secrétariat est assuré par la Banque centrale, sa présidence est assurée par la Banque centrale. Les organisations d'analyse anti-blanchiment doivent être dotées de moyens très puissants et doivent être autonomes par rapport à tout le monde. C'est-à-dire par rapport à tout le monde. Ça doit être. Regardez ce que font les autres pays. Finalement, le modèle d'organisation tel que celui de l'ACTAF n'existe qu'en Tunisie, finalement. Il n'y a pas de pays où la commission d'analyse anti-blanchiment est rattachée au niveau du secrétariat et de la présidence, et probablement, je ne sais pas comment le budget est financé, à une banque. D'ailleurs, c'est très simple. Le monde entier considère que la banque et le système bancaire représentent finalement la zone où la menace est la plus élevée. Donc, si vous voulez lutter contre le blanchiment, d'abord il faut lutter contre la fraude, contre la corruption et ensuite contre le blanchiment. Donc il faut commencer par le commencement. Donc déjà il y a des étapes sur la manière de traiter le sujet. La profession comptable peut contribuer très fortement, à condition qu'elle-même soit suffisamment contrôlée. Aux États-Unis, quand il y a eu la crise de 29, ils ont créé les incorruptibles et ils ont réussi à combattre la mafia. Les incorruptibles étaient rattachés directement à la présidence des États-Unis. Et sur le plan économique, on avait sorti un adage qui reste valable jusqu'à ce jour. Si l'Amérique veut retrouver sa prospérité, il faut qu'elle sache contrôler ses contrôleurs. Autrement dit, comment la profession comptable peut contribuer à améliorer la situation de lutte contre la fraude, donc la fraude au départ, la corruption, la fraude et la corruption, et ensuite le blanchiment, puisque pour qu'il y ait blanchiment, il faut qu'il y ait fraude ou corruption. Alors comment on peut le faire? Finalement, on ne va pas réinventer le monde non plus. Mais la profession d'expert comptable en Tunisie a résisté à ces structures qui ont fait preuve de leur efficacité. Alors, les structures qui ont fait preuve de leur efficacité, ce sont les structures qui sont prévues par la loi SOX. Alors, le PCAOB, par exemple, c'est les organes de surveillance. Tout d'abord, l'introduction de l'autocertification des états financiers par les dirigeants et leurs directeurs financiers. Parce qu'il n'y a pas mieux que les dirigeants et les directeurs financiers pour savoir si leurs états financiers sont falsifiés ou s'ils reflètent la situation réelle. Pourtant, par exemple, dans les sociétés anonymes, on parle de l'arrêté des comptes par le conseil d'administration, mais en cas de problème, c'est toujours le commissaire aux comptes qui est mis en premier. Tout à fait. Finalement, mettez en place l'obligation d'autocertification pour les sociétés importantes et immédiatement, vous avez un besoin de 2-3 000 experts comptables à recruter dans les postes de directeurs financiers. Donc on revient, si là ouf, à la notion d'experts comptables pour améliorer la bonne gestion. Tout à fait. Donc il faudrait que pour ce qui est on s'est rendu compte que la certification la plus significative, c'est celle des dirigeants. Ensuite, des commissaires aux comptes. D'ailleurs, les commissaires aux comptes, dans ce cas-là, s'assurent que les dirigeants ont fait leur certification à bon escient. Donc avec cette pratique, on va dire, inspirée de la loi SOX. De la loi SOX. La loi SOX comporte deux volets. Les dirigeants qui certifient leurs comptes
Et ça, c'est fondamental. Ils sont les mieux placés pour savoir ce qu'ils ont mis là-dedans. Et est-ce que, par exemple, si Raouf, l'autocertification des comptes, surtout pour les entreprises, on va dire confisquées actuellement en Tunisie, ça peut être une solution qui va améliorer la gouvernance? Pour ceux qui, à part quelques exceptions, pour les entreprises confisquées, c'est un peu trop tard. Ça a été mal fait dès le départ, ça n'avait pas été réfléchi, l'ingénierie était à la hâte et l'objectif n'était pas de les sauver. Parce que de toute façon, les structures sont au service de la stratégie. Voilà. Donc, puisqu'on se rend compte que les résultats sont catastrophiques, c'est que finalement, la stratégie n'était pas... Donc, les dirigeants certifient leur état financier et l'efficacité de leur contrôle interne. Et ça change complètement la vision des affaires et des choses. Ensuite, la loi SOX institue une sanction très sévère pour les dirigeants et le commissaire aux comptes. Donc le directeur exécutif, le directeur général, le directeur financier et le commissaire aux comptes en cas de falsification des comptes. Et cette sanction s'applique même lorsque les comptes erronés sont erronés de bonne foi. C'est la première fois que la loi américaine sanctionne des dirigeants, même lorsqu'ils sont de bonne foi. Donc c'est pour dire que vraiment, dans tout ce qui est gestion des affaires, c'est intolérable. Tout ce que nous faisons est fou. On veut que le pays s'améliore en matière de lutte contre la fraude, la corruption et le blanchiment, mais on ne s'en donne pas les moyens. Ensuite, il faut créer un organisme de supervision des commissaires aux comptes. Parce que les ordres professionnels sont incapables de sanctionner leurs électeurs. Oui. Ce n'est pas possible finalement, on s'est rendu compte que ça ne donne pas un grand résultat. Non, capable mais de sanctionner par ne pas voter pour un nouveau mandat. C'est-à-dire que finalement c'est un système électif. Et d'ailleurs dans ce système-là, tous les candidats présentent des programmes qui s'avèrent complètement faux. Personne ne réalise ces programmes. Et la faute n'est pas au candidat. La faute n'est pas imputable au candidat, elle est imputable aux professionnels eux-mêmes. Parce qu'on se rend compte que dans les professions libérales, les électeurs n'aiment pas écouter la vérité, n'aiment pas entendre la vérité. Donc, c'est difficile, Siraouf, parfois. Quand la réalité est difficile, c'est difficile d'écouter. Ben, c'est sûr. Mais finalement, lorsque la réalité est difficile, il faut écouter pour pouvoir résoudre les problèmes. Donc un organisme de supervision du commissariat aux comptes va corriger considérablement l'exercice professionnel et d'ailleurs va mettre en valeur les professionnels eux-mêmes. Et d'après vous, Siraouf, cet organisme, il doit être lié à qui en fait? C'est quoi le rattachement d'un tel organisme de supervision? Un tel organisme peut être rattaché à un très haut niveau du gouvernement. Prémature, c'est-à-dire le chef de gouvernement? Il faut lui garantir toute l'indépendance technique. À mon avis, il peut faire partie de la Cour des comptes. La Cour des comptes. Il peut faire partie de la Cour des comptes en tant que section indépendante. Et là, vous aurez besoin de beaucoup d'experts comptables parce qu'il va falloir s'assurer de la régularité. Actuellement, nous savons tous que les lois sont très mal appliquées, particulièrement en ce qui concerne la rotation. Sans parler des diligences, etc. Donc finalement, lorsqu'on veut s'en donner les moyens, tout simplement devient possible. Tout simplement, tout ce qui est impossible aujourd'hui, il suffit de s'en donner les moyens et ça devient possible. Je finis donc sur ce deuxième épisode de notre podcast. Il faut se doter des moyens pour rendre l'impossible possible, Siraouf, n'est-ce pas? وين ما يبقى لي في نهاية الحلقة هذه من البودكاست هذا إني نشكركم. إن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة في بودكاست جديد باش نواصلوا الحديث مع سيراوف على برشا مواضيع اقتصادية هامة. كونوا معنا في الموعد الأسبوع الجاي في ماما أفريكا. À très très bientôt. VOA FM, la première radio panafricaine.